Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 de Stranger Things que j'ai saigné, voilà, vu extrêmement vite. Je vais vous en faire la vidéo maintenant et qui sortira une semaine après la vidéo de la saison 2 qui est déjà programmée pour la première semaine du mois de juin. Mais techniquement je dis ça, mais vous l'aurez peut-être déjà vu. Voilà. Donc, je lance le son de mon écran. Et puis, on peut y aller. Donc, Stranger Things saison 2 avec cette affiche. Qui est en train de demander c'était quoi ça, mais c'est des citrouilles. Ok. On va aborder la saison 2 d'une manière différente que mes vidéos habituelles. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder les vidéos par rapport aux bons points, mauvais points, tout ça, je vais les aborder par personnage. Sur que sont devenus les personnages par rapport à la saison 1, qu'est-ce qu'ils ont apporté ou pas, et comme ça on va pouvoir un peu critiquer la série, un peu de cette manière-là, ça va changer un peu d'habitude. Voilà. Donc le synopsis, en 1984 à Hawkins dans l'Indiana, un an a passé depuis l'attaque du Démogorgon et la disparition d'11, donc Eleven ou Jane. Will Byers a des visions du monde à l'envers et de son maître, une créature gigantesque et tentaculaire. Plusieurs signes indiquent que les monstres vont franchir le portail et revenir sur la ville. Alors, si je devais me donner un avis global maintenant, je trouve que ça met longtemps à débuter et qu'une fois que ça a débuté, on est vraiment bien, on est à fond dedans. Mais je trouve que peut-être les deux premiers épisodes, c'est quand même un petit peu mou. Alors effectivement, on montre un peu ce que deviennent les gens, ce qui leur arrive, machin et tout. Il y a des petits trucs sympas, mais je trouve quand même que les premiers épisodes sont pas les plus intéressants de cette deuxième saison. Bref. Donc, fiche technique, donc toujours produit par 21 Labs Entertainment, réalisé par Matt Duffer, Ross Duffer et Sean Levy, diffusé par Netflix. Genre science-fiction fantastique, drame, horreur, ça change pas. Cette fois, il y a 9 épisodes. D'ailleurs, je me demande combien il y aura d'épisodes dans la saison 5, parce que j'ai dit que j'avais dit dans ma vidéo précédente que dans la saison 1, il y avait 8 épisodes et qu'ensuite c'était que des saisons de 9 épisodes. Et en fait, bah, c'est pas totalement vrai. En fait, ça fait 8, 9, 8, 9. Donc, est-ce qu'il y aura 8 épisodes dans la saison 5? On verra. Mais voilà. Au casting, j'ai changé un petit peu les noms par rapport à ce que j'avais mis la dernière fois, hein. Mais on retrouve Millie Bobby Brown en Jane Hopper, Sadie Sink en Maxine Mayfield, Phil Wolfhard en Michael Wheeler, ou encore Sean Astin en Bob Newby. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec tous les personnages jusqu'à la conclusion. Alors des personnages bien sûr qui ont une importance. En première, on a Joyce Byers, donc incarnée par Winona Ryder, qui dans cette série est toujours aussi sympa. Moi j'ai plutôt bien aimé. Alors elle a un peu le rôle de sauveuse, hein, voilà, puisque bah, pendant toute la série, elle va s'atteler à la fois à être une femme, une mère et une bonne amie, dans le sens où elle va devoir protéger son fils qui a des visions depuis un an et tout du monde à l'envers, essayer de le comprendre, de voir comment on peut agir avec tout ça, jusqu'à ce que la créature du monde à l'envers prenne totalement le contrôle de lui, puis bah, que là, il faut trouver un moyen de le sauver. Il y a également le fait que Hopper, à un moment donné, il se retrouve coincé par des créatures et du coup, ils vont réussir à aller le sauver. Je ne sais plus pourquoi ils ont besoin de lui, mais en tout cas voilà, ils vont devoir aller le sauver. Et en même temps, bah, elle essaye de reconstruire sa vie avec justement le personnage de Bob, voilà, avec qui bah, voilà, elle a une petite relation amoureuse. Voilà. Et je trouvais que le personnage était plutôt sympa, un peu moins folle que dans la saison précédente, ce qui est plutôt normal, puisque maintenant elle est entourée de gens qui comprennent ce qu'elle a vécu, là où dans la saison 1, tout le monde vivait des événements paranormaux dans son coin, mais personne n'osait vraiment en parler aux autres parce que bah, de peur de passer pour un fou. Là maintenant que bah, la plupart des gens entre guillemets, bah, chez les personnages principaux sont au courant, bah, maintenant ils peuvent en discuter, ils peuvent avancer. Donc ça change un peu les choses. En tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, étant la mère d'un personnage qui vit
directement des histoires liées aux créatures, bah, je trouve que c'est plutôt, sa présence est toujours aussi pertinente. On lui fait vivre une bonne relation par rapport à son premier mari qu'on décrivait pas du tout comme quelqu'un de sain dans la saison 1. Elle est avec quelqu'un qui est totalement l'opposé et tout, qui la comprend, qui essaye de la soutenir et tout, et c'est plutôt pas mal pour son personnage. Donc, personnage que moi j'ai plutôt bien aimé dans cette saison. Pas ma préférée, mais je la trouve toujours aussi efficace. Ensuite, on a Jim Hopper, donc incarné par David Harbour, que j'ai appelé le Joel Miller de Hawkins. Alors bon, lui, il va pas buter des milliers de gens pour Jane, mais par moment, en fait, il me faisait vraiment penser à Joel dans le côté où ben, il se fait un peu passer pour un salaud pour protéger la gamine. Il y a aussi cette relation où, avec Eleven, ils ont un peu cette relation de père-fille alors que bah, ils ont pas de lien de sang à la base, quoi. Voilà, il l'a pris sous son aile pour la protéger, pour éviter que les gens du labo lui refassent du mal comme avant. Et du coup, ça va installer un peu cette relation père-fille qui est vraiment très cool à suivre. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors bien sûr, il y a pas mal de choses, notamment les scènes où il doit gérer la crise d'adolescence de Jane. Voilà, ce qui promet des choses, mais il les tient pas à cause de son travail et tout ça. Enfin, je trouve que c'était plutôt intéressant. Bon, sur le début de saison, c'est vrai que bon, voilà, avec les citrouilles, voilà, on passe beaucoup de temps à tourner un peu en rond avant de vraiment lancer le sujet principal. Donc, on aurait peut-être pu enlever un épisode et rester sur une série de 8 épisodes au lieu de monter à 9 et avoir un peu moins de choses à raconter. Mais le perso, lui, en lui-même, il est plutôt cool. Il y a le moment où il va dans les racines et tout ça, qui est plutôt sympa, où bon, il va être prisonnier, il va devoir s'en sortir. Et puis bon, bah, après, il va jouer les sauveurs avec le groupe et tout, puisque bah, les démo-chiens vont attaquer la ville et tout. Donc ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour l'arrêter. Tout ça, moi je trouvais plutôt sympa. Encore une fois, Jim Hopper, par rapport à son caractère, à sa force et tout, comme je disais, voilà, assez froid par moments et tout. Il rappelle beaucoup, comme je disais, Joel Miller. Donc je l'aime beaucoup comme personnage, il est toujours aussi efficace. Donc voilà, un peu comme dans le jeu vidéo et non la série télé de The Last of Us, on fait des petits parallèles entre ben, sa fille et, euh, et, euh, et Jane, donc ça, tout ça c'est plutôt cool. Voilà, comme le jeu vidéo qui est sorti, je crois, un an avant la première saison de Stranger Things, faisait également des rapports entre Sarah et Ellie. D'ailleurs, je crois que la fille de Jim s'appelle aussi Sarah. Donc je pense qu'il y a vraiment un clin d'œil au personnage de Joel Miller, j'en serais pas étonné. Ensuite, on a Mike, incarné par Finn Wolfhard, que j'ai trouvé beaucoup trop en retrait dans cette saison. C'est-à-dire que c'est censé être l'un des héros, enfin en tout cas dans la saison 1, il est vraiment vendu comme l'un des héros, c'est limite le chef du groupe des quatre gamins, voilà. T'as toute cette relation amoureuse qu'on essaye de nous construire avec Eleven et tout, qui est très cool, donc il prend beaucoup de place. Et là, dans cette saison, bah, il est très en retrait, on le voit beaucoup moins. Et en fait, il vit pas tant de choses que ça. La plupart des choses, on le voit, c'est soit avoir de la jalousie envers Max, soit soutenir Will par rapport à ses visions. Mais voilà, alors il y a une scène un peu sympa avec Max, voilà, où il comprend qu'il est observé par Eleven, mais qu'il ne la trouve pas et tout, qui est plutôt sympa. Les retrouvailles avec Eleven sont plutôt sympas aussi. Mais voilà, le personnage beaucoup trop en retrait dans cette saison, je trouve. Alors que dans la saison 1, il était vraiment très bien. Ensuite, Jane Hopper, donc Millie Bobby Brown, qu'on aurait pu aussi appeler 11-11. Bref, on pourrait faire ça dans toutes les langues. Donc, qui elle est dans une quête familiale, donc elle est totalement à part. Donc en fait, on a les premiers épisodes où en fait elle vit cachée avec Jim. Donc voilà, où elle est protégée, tout ça, avec les règles, elle fait sa petite crise d'adolescence. Et ensuite, elle part vivre ses aventures toute seule, où notamment elle va rencontrer sa propre mère,
Voilà, donc sa mère qui, en rentrant dans sa tête, va l'envoyer vers une autre fille dont on va parler tout à l'heure, donc qui est sa propre sœur, avec qui elle va aussi vivre quelques petites aventures dans un épisode complet, qui était plutôt sympa dans le sens où on a une Jane qui est sur le point de vriller du côté obscur de la force et qui finalement va revenir à la raison et surtout qui va avoir, enfin qui va, oui, qui va avoir appris, je sais pas, je trouve que ce soit très français cette phrase, mais qui aura appris à utiliser ses pouvoirs avec beaucoup plus de force en puisant notamment dans des souvenirs douloureux. Voilà, donc au moins sa quête familiale aura au moins appris à user beaucoup plus de puissance parmi ses pouvoirs, donc à voir ce qu'elle pourra en faire plus tard. Bon, à la fin, elle scelle la barrière, mais on se doute que voilà, s'il y a 5 saisons, c'est que forcément les créatures ont trouvé un moyen de revenir. Mais j'ai trouvé que son arc était plutôt pas mal. Je veux dire, on avait installé le fait qu'elle était la fille encore en vie de la personne handicapée. Enfin, voilà, du coup, on voit dans cette saison-là qu'on lui a électrochoqué le cerveau pour que voilà, ça devienne un légume. Et, euh, et voilà, donc tout son aspect quête familiale et tout, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai bien aimé, même si en fait c'est un peu dommage de plus l'avoir avec le groupe. C'était plutôt sympa. Et on a même un peu l'impression que Max est un petit peu là pour pallier le fait qu'elle soit pas là, et du coup qu'on ait un autre personnage féminin avec le groupe principal. Voilà. Ensuite, on a Dustin Anderson, ou Dustin, ouais, plutôt Dustin Anderson, joué par Gatel Matarazzo, qui est l'ami du démo chien. Voilà, donc lui, j'ai beaucoup aimé dans cette saison-là. J'en ai pas beaucoup parlé dans ma première vidéo, enfin dans la vidéo de la saison 1, parce que le personnage était, pardon, était sympa, mais pas non plus incroyable. Tu vois, il n'était pas beaucoup développé, sans être non plus sous-développé. Tu vois, c'était le bon ami qui réconcilie les autres et tout quand ils sont en froid, mais il n'avait pas non plus son arc à lui. Alors qu'ici, ben, il a un très bel arc. Notamment, il se passe plein de choses autour de lui. Il y a notamment la créature qu'il va trouver, le petit D'Artagnan. Alors, le D'Artagnan que j'avais totalement cramé dès le début, que c'était la petite larve que oui, il avait craché à la fin de. Je crois que c'est à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2, bref. C'était tellement évident. Voilà, c'était tellement évident. Mais voilà, de toute façon, c'était quand même cool. Du coup, Dustin va créer une sorte de relation amicale avec cette créature qu'on découvrira petit à petit, en fait, être un petit démogorgon. Voilà, que lui-même nomme les démo-chiens, un mélange entre des démogorgons, comme là ils sont à quatre pattes, c'est comme des chiens, parce qu'ils sont sous les formes de sortes de bébés démo-morgons, bref. Donc voilà, et toute cette relation, voilà, même à la fin, quand ils tombent sur D'Artagnan, bah voilà, leur relation amicale fait qu'ils arrivent à s'en sortir. Et ça fonctionne parce que bah voilà, ils ont toujours une relation plutôt bonne. Alors oui, à un moment donné, il a paniqué, il l'a enfermé dans un sous-sol, mais il y a quand même une relation entre les deux. Je trouve ça intéressant du coup de ne pas voir les monstres uniquement comme des monstres, mais que bah il y a aussi il y en a certains avec qui on peut avoir une relation plus ou moins saine. Voilà, parce qu'il faut quand même pas oublier que D'Artagnan a bouffé le chat. Mais bon, après, j'ai envie de dire c'était un chat roux, hein. Voilà. J'ai rien contre les chats roux spécialement, enfin, juste un en particulier qui arrête pas de casser les couilles à mon chat. Mais à part ça, voilà. Mais, euh, mais voilà, tout l'arc avec le démo chien, je trouvais ça intéressant. T'as aussi le triangle amoureux, parce que dans la saison 1, il y avait le triangle amoureux Nancy, Steve et Jonathan qui était vraiment sympa. Ici, le nouveau triangle amoureux, c'est Lucas, je crois, Dustin et Max, qui est vraiment très cool et qui a créé pour moi la scène de référence de Stranger Things pour l'instant à mes yeux, mais parce qu'elle m'a marqué, elle m'a touché, et elle m'a donné de l'inspiration pour écrire une petite histoire de type drame thriller. C'est justement cette scène-là, à la fin, où sous les conseils de Steve, il arrive en mode beau gosse au bal et tout,
où il espère que Max va l'inviter. Finalement, c'est Lucas qui invite Max à danser. Du coup, bah, ils vont danser ensemble. Lui, il est là en train de voir la meuf dont il est amoureux danser avec son meilleur ami. Et il est totalement dévasté. Il se dit, bon, bah tant pis, je vais aller voir d'autres meufs. Et puis, bah, les meufs sont toutes là, bah non, tu ne m'approches pas et tout. Et la scène, pour moi, elle est limite plus. C'est limite pire que de vaincre les démons gorgons, quoi. C'est. Je pense qu'à sa place, je préférais aussi aller combattre des démos gorgons, des démos chiens plutôt que devoir affronter les femmes parce que bah, aller les draguer c'est hyper compliqué. Donc je crois que moi aussi je préférais aller avec les monstres, hein, voilà. Mais la scène en tout cas, moi, elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup touché, j'ai trouvé incroyable. Et surtout parce que c'est une scène, même si c'est un enfant, parce que j'ai beaucoup dit dans ma première vidéo que ce qui faisait que j'avais beaucoup de mal à me mettre à Stranger Things, c'est notamment le fait qu'on ait des enfants et que du coup, bah, ces enfants vivaient des histoires d'enfants et du coup des histoires auxquelles on peut assez peu s'identifier. Alors oui, ils jouent à des jeux de rôle, des trucs comme ça, moi aussi j'en fais, enfin je joue plus à des jeux de société que des jeux de rôle, mais j'adore les jeux de rôle aussi, enfin bref. Mais voilà, je veux dire, dans les trucs plus concrets, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas le même caractère, on n'a pas voilà, ce même délire. Que là, cette scène-là, elle peut parler à absolument tout le monde, parce que on a tous connu dans notre vie ce moment où on a été attiré par un gars ou par une fille en fonction de vos attirances ou de la nôtre. Euh, par quelqu'un où au final ben, tu te fais des films parce que tu espères qu'il va se passer quelque chose et tout, et qu'en fait ben, la personne t'apprend qu'elle est en couple, ou pire, tu vois cette personne en couple alors que tu le savais pas, ou même ben, une fois que tu le sais, ben, tu continues de voir des fois la personne en couple et bah ça arrange pas les choses en fait. Et, euh, et du coup, moi ça m'a. Ouais, ça m'a fait quelque chose quand même, ça m'a fait quelque chose. Parce que bah, moi j'ai vécu ça, hein, de rencontrer des filles, de bien m'entendre avec ces filles-là, et puis bah, d'apprendre qu'en fait elles sont en couple. Voilà, ou des fois même qu'elles sont en couple et lesbiennes. Du coup ça rajoute un truc où t'es vraiment sûr qu'il se passera jamais rien. Bref, et puis bon bah des filles qui m'attiraient, puis que bah, j'ai dû voir plusieurs fois et qu'elles étaient avec leurs copains sous mes yeux et tout, bah pareil, ça j'ai connu, c'est terrible. Ça fait super mal. Bon, au bout d'un moment, on passe à autre chose, hein, voilà, quand t'as pas chance avec quelqu'un, moi assez vite je passe à autre chose, mais c'est vrai que bah, pendant une toute petite période quand même, c'est hyper douloureux. Et du coup, pour moi, cette scène du bal là, de Dustin, c'est pour moi vraiment le passage de référence de tout Stranger Things. C'est vraiment le passage qui m'a fait quelque chose. Je suis sûr que je pourrais me la remater. Tu vois, s'il y a un moment où tu vois, j'ai un coup de mou, je la regarde, mais je finis en pleurs comme lui direct, hein, je peux vous l'assurer. Parce que je trouve que la scène, elle est hyper forte et elle peut toucher tout le monde, alors que bah, c'est des enfants de 13-14 ans, quoi. Et j'ai trouvé vraiment incroyable. Donc pour moi, grosse révélation ce personnage, dans son triangle amoureux, dans sa relation avec D'Artagnan. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le personnage. Lucas Sinclair, donc finalement c'était bien Lucas son prénom, j'hésitais entre Lucas et Lucien, c'est à peu près la même chose, hein, voilà. Désolé si il y en a qui s'appellent Lucas et Lucien dans les vidéos. Bien sûr, c'est une petite boutade, hein, voilà. Nous, les Florian et Florent, on a souvent le droit, hein, on veut toujours ajouter des T à Florian, comme si on s'appelait Florent. Ça, c'est un truc qui m'énerve, mais bon, voilà. Enfin, qui m'énerve. Je ne vais pas non plus gueuler sur les gens si ça m'arrive, mais, mais c'est pas très agréable de voir un T des fois dans mon prénom. Et d'ailleurs, comme demain, au moment où j'enregistre la vidéo, je fête mes 30 ans. Voilà, j'espère qu'au moins la table que j'ai réservée ne sera pas marquée Florian avec un T. Sinon, je ne retournerai plus jamais dans mon bar préféré. Bon, bien sûr, je rigole encore une fois. Lucas Sinclair, joué par Caleb McLaughlin, comme j'ai mis, moins chiant que la saison précédente. Parce qu'effectivement, dans la saison précédente, Lucas avait ce rôle du personnage qui ne croit pas en l'héroïne et qui, sous une petite pirouette, parce qu'il a été sauvé, d'un coup devient son meilleur ami. Bien sûr, j'exagère en disant meilleur ami, mais vous avez compris l'idée. Et je déteste
l'écriture de ce genre de personnage. Heureusement, la saison 2 a un peu pallié tout ça et a rendu l'histoire plus intéressante, puisque cette fois, au lieu que ce soit lui qui soit contre la nouvelle arrivante, du coup c'est Mike qui est contre l'arrivée de Max, mais encore pour Mike c'est plus logique, enfin c'est pas plus logique, mais c'est plus acceptable, parce que ben, pour Mike, ben, lui il est amoureux de Elf, il veut revoir Elf, il adorait le groupe avec Elf dedans, les aventures qu'ils ont vécues. Et là, d'un coup, on ramène une meuf qui ne connaît rien de leurs histoires, uniquement parce que Dustin et Lucas sont en kiff sur elle. Et du coup, bah, il a du mal à accepter tout ça, de devoir en plus faire des secrets, tout ça. Le fait que les autres, bah, ils peuvent globalement vivre plus ou moins la relation amoureuse si se débrouille bien avec Max, bah, que lui il peut pas avoir avec Elf qui a disparu. Enfin bref. Donc j'ai plus de facilité à accepter ça, parce qu'en fait, avec Elf, Lucas, il ne l'aimait pas, mais tu sais même pas pourquoi. Alors oui, au début, tu as la peur du fait qu'elle ait des pouvoirs et tout, mais au bout d'un moment, quand elle a jamais été mauvaise avec toi, bon, à part quand Lucas s'est battu avec, euh, avec Mike, elle avait jamais eu de trucs agressifs ou quoi que ce soit, donc il n'avait pas spécialement besoin d'être ce perso détestable qui l'acceptait pas. Bref. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Lucas dans la saison 1, quoi. J'avais envie de lui foutre des tartes quasiment toutes les 5 minutes. Mais ici, je l'ai bien aimé. Voilà. Bien sûr, il y a son triangle amoureux avec Max et Dustin, qui est vraiment très cool. Et en fait, c'est peut-être même quasiment la seule chose qu'il y a pour lui dans la série. Enfin, dans la série, dans la saison. Parce que j'ai pas de mémoire qu'il ait plus de choses intéressantes que ça, à la différence que lui va réussir à aller beaucoup plus loin que Dustin dans son rapprochement avec Max. Là où lui, bah, il va vraiment apprendre, tu vois, il lui a menti, machin, il va voir ses parents pour demander, oui, comment ça se passe si une fille t'en veut, papa, machin et tout. Bref, c'est hyper intéressant, tu vois, il essaye d'évoluer, de comprendre les gens, voilà, il y a le petit piège là dans la salle d'arcade et tout qui est hyper intéressant. Voilà, où il raconte la vérité à Max. Et vraiment, leur relation, elle s'améliore petit à petit. Bah, quand tu le vois, Dustin à côté, c'est horrible de le voir juste à côté à chaque fois. Voilà, c'est. Mais voilà, en vrai, Lucas, il n'est pas forcément beaucoup plus utile dans tout ce qui se passe à Hawkins, mais son arc, avec la relation avec Max, est déjà beaucoup plus intéressante que juste le personnage un peu haineux qu'il avait dans la saison 1. Alors Nancy, alors Nancy, je t'avais dit dans la vidéo précédente que voilà, je la trouvais magnifique. Et alors là, je me suis dit, je la trouve encore plus jolie comme ça que dans la saison 1. Alors que elle était déjà canon. Mais alors, les filles qui se coiffent comme ça. Alors, c'est peut-être parce que ma dernière crush, elle avait un peu ce style-là. Euh, je la trouve incroyable. Avec les petites mèches et tout, la coupe, les cheveux ondulés, vraiment. Elle est incroyable, Bimou, ses gros yeux bleus là. Je sais pas si vous avez été voir, comme je vous avais dit, d'aller voir des photos d'Alison Brie, hein, qui est un peu ce même style de gros yeux bleus là. Franchement, j'adore ces visages-là. Voilà, c'est juste un goût personnel. Voilà, peut-être qu'ils la trouveront pas jolie, mais franchement, je la trouve vraiment de. Enfin, en tout cas, de passer de la saison 1 à la saison 2, je l'ai trouvé encore plus jolie, alors que, bon, au final, elle a juste changé de coupe de cheveux, quoi. Bref. Puis elle a vieilli aussi, parce que ben, l'actrice a exactement le même âge que moi, donc voilà, un petit peu plus vieille, parce qu'elle est du début d'année, de ce que j'ai vu. Donc voilà, moi j'ai pas encore eu mes 30 ans. Quand vous verrez la vidéo, je les aurai eu, mais pour l'instant, je les ai pas encore eu, contrairement à elle. Bref. Donc, elle. Alors, son arc est intéressant, et en même temps, je trouve pas si ouf que ça dans la logique. C'est-à-dire qu'en fait, elle, son arc, c'est que en fait, elle veut révéler la vérité autour de Barbara, qu'on l'a empêché de dire la vérité sur Barbara. Donc voilà. Et en fait, moi, ce qui
qui m'a un peu saoulé, c'est que en fait on s'intéresse à ça, mais genre un an après. Parce que la série, elle le dit bien, on est un an après ce qui s'est passé dans la saison 1. Ce qui veut dire que c'est qu'au bout d'un an, qu'elle en a marre de cacher aux parents de Barbara que Barbara est morte. Et moi j'ai envie de dire, si demain, mais je sais pas, un de mes meilleurs amis se faisait tuer, même dans des conditions comme ça, je tiendrai pas un an sans pouvoir en parler. C'est trop long. Surtout que tu as l'impression que quand la saison elle commence, t'as l'impression qu'elle vit normalement, machin, et puis par moments il parle de Barbara et tout, mais voilà, bon. Euh, le triangle amoureux va plus ou moins se conclure, j'ai l'impression, dans cette saison. Putain, j'ai la gorge sèche, c'est horrible. Puisque globalement, elle est d'abord toujours avec Steve, sauf que bon bah Steve, lui, il est pour continuer à garder le secret comme bah, la société, là, je sais plus comment elle s'appelle, leur a conseillé de le faire. Voilà, sauf que elle en peut plus. Donc les deux, voilà, enfin, ils se séparent pas, ils se le disent pas verbalement, mais globalement, ils s'éloignent l'un de l'autre, et du coup, Nancy part en quête de révéler la vérité autour de Barbara. Donc elle va partir avec Jonathan, hein, bien entendu on continue d'avancer le triangle amoureux, et du coup ils vont rencontrer le détective qu'on voit au tout début de la saison, et ils vont trouver un moyen de révéler la vérité autour de la mort de Barbara, et comme ça, ben, elle, on a fini avec cette histoire-là. Donc voilà, arc que j'ai pas trouvé plus incroyable, je trouvais que Nancy était beaucoup mieux dans la saison 1, voilà, avec bah, toute l'histoire par rapport à son statut social, où elle se transforme en sorte de femme badass et tout, que j'avais bien aimé, le triangle amoureux qui était vraiment pas mal. Et là, bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu feignant sur l'écriture du personnage de Nancy, même si il y a, voilà, en termes d'histoire d'amour, c'est toujours aussi intéressant, mais en termes d'histoire personnelle, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien. Voilà, se dire, bon voilà, toute sa saison 2 c'est voilà, révéler la vérité sur Barbara, ce que tu attends un an pour décider de te mettre en action, en fait, c'est vraiment ce petit détail-là qui fait que ça me gêne un peu. Voilà, je veux dire, c'est ta meilleure amie, voire même la seule personne, limite, avec qui tu avais l'air de bien t'entendre, parce que les potes de Steve l'appréciaient pas tant que ça, et tu te dis, bon, t'attends un an pour t'y mettre. Je trouve, enfin, en fait, il n'y a que cet aspect-là qui me dérange un peu. Après, son combat est très bien, mais je trouve qu'il aurait été mieux s'il se plaçait direct après la saison 1, et pas un an plus tard. Mais je chipote là-dessus. Ensuite, Jonathan Byers, incarné par Charlie Heaton, qui lui, son objectif est de mettre fin au labo. Donc en fait, lui, ben, il fait pas grand-chose dans cette saison. Puisque bah, en fait une grosse partie du début c'est vivre en famille, et puis bon bah voilà, avec Bob, avec son frère et tout, et puis ensuite bah, il part en quête de détruire le labo avec Nancy. La chose intéressante avec lui, c'est que bah, il va enfin avouer ses sentiments, les deux vont même s'embrasser, vont dormir ensemble et tout. La scène du détective fait référence au lit et tout, moi elle m'a fait marrer, elle me fait marrer. Mais Jonathan, c'est peut-être ma grosse déception de la saison, parce que c'était un de mes persos préférés de la saison 1, il était incroyable, et là, bah, il est totalement passé au second plan. Voilà, parce que quand il revient, bon, il revient, il va aider les autres et tout. Il va aider pour son frère sur la fin et tout. Mais il est quand même énormément en retrait. Bah, comme Nancy, hein, les deux se font prendre beaucoup de place. Alors, en plus, on les voit quasiment que tous les deux pendant une grosse partie de la saison. Et, euh, et c'est dommage parce que bah, du coup, lui, il n'a pas d'objectif précis. Son objectif, bah, c'est d'aider Nancy à réaliser son objectif. Puis, entre deux, bah, d'aider son frère quand il est avec sa famille. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et puis,
t'as l'impression que c'est un peu moins le raté du village ou quoi que ce soit. Enfin, c'est. Ouais. J'ai été un peu déçu par le perso dans cette saison 2. Je l'aime toujours autant, mais un peu déçu du traitement dans la saison 2. Ensuite, on a William Byers, donc le petit frère, incarné par Noah Schnapp, qui pour moi est l'une des révélations de la saison. Parce que dans la saison 1, forcément, on le voyait quasiment pas, puisqu'il était coincé dans le monde à l'envers et qu'on nous le montrait pas, à part à la fin. Mais je l'ai trouvé incroyable. Donc William Byers, donc, qui est là, qui a des visions du monde à l'envers, de cette créature tentaculaire qu'on reverra de ce que j'ai lu dans la saison 3. J'ai lu des petits trucs sur la saison 3, alors sans me spoiler, mais voilà, vous savez, sur Netflix, sur les épisodes, il y a toujours des petits résumés. J'aime bien regarder des petits résumés d'épisodes, histoire de m'attendre, enfin de savoir un peu à quoi m'attendre, puisqu'en général, les petits résumés ne spoilent pas grand-chose, hein, voilà. Mais du coup, de ce que j'ai vu, la créature tentaculaire devrait revenir. Donc ça, à voir comment, pourquoi, à travers qui, je suis plutôt intéressé par tout ça. Mais du coup, ce personnage-là voit la créature tentaculaire, donc il y a toutes ces visions et tout, tous les tests autour de lui, voilà, jusqu'au moment où il se fait infecter par la créature, et c'était trop bien, l'acting il est incroyable. Quand cette scène où les gens ils se mettent à brûler les racines et que là il se met à hurler et tout, enfin bref, il joue d'une manière qui est incroyable. Euh, Bref, et du coup il a un peu ce rôle de l'espion, je crois qu'il y a même un épisode qui s'appelle comme ça, où globalement il leur dit voilà, enfin je crois que c'est Mike qui a cette idée d'utiliser Will pour espionner le plan de la créature. Et en fait, ils vont totalement tomber dans le piège, puisqu'en fait, Will était l'espion pour la créature. Et bien sûr, voilà, le but, c'est ensuite de lui sauver la vie. Voilà, en faisant en sorte que la créature tentaculaire quitte le corps de Will. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, surtout sur l'aspect de l'acting, et surtout parce qu'ils ont fait, alors pas exactement ce que je voulais, mais ils ont fait ce à quoi je m'attendais. Et surtout, ils n'ont pas fait ce que je ne voulais absolument pas qu'ils fassent. C'est-à-dire que moi, la chose que j'avais peur, c'est que Will soit sauvé et qu'on se dise, bon bah voilà, il a été sauvé, et puis c'est bon, on dégage, on passe à autre chose. La série est beaucoup plus intelligente que ça, puisque bah, Will, certes, a été sauvé du monde à l'envers, mais du coup, ça a un impact énorme. Voilà, c'est-à-dire que bah, quand le truc qu'il a dans la gorge, finalement, il y a des trucs qui sont restés, hein, voilà, qu'il a recraché dans le monde normal. Voilà, le petit D'Artagnan. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, il a les traumas du monde à l'envers, avec le fait qu'il voit encore des visions de là-bas, puis le monde à l'envers vient s'intégrer à lui-même, enfin bref, moi j'ai vraiment aimé le traitement de ce personnage-là, parce que connaissant les. Alors, c'est plus au côté film, où Netflix sait pas très bien décrire ses films, mais de manière générale, la plupart des productions sont pas non plus excellentes chez Netflix, et du coup j'avais très peur, d'ailleurs j'ai fait une faute d'orthographe, je viens de le voir, mais j'avais très peur que voilà, on se dise il a été sauvé, on passe à autre chose, et puis c'est tout. Moi j'avais envie que, une fois qu'il a été sauvé, qu'il ait encore des traumas et des choses à raconter. Ce qui a été le cas, et j'en suis hyper satisfait. Ensuite, on a Steve Harrington qui joue Joe, enfin qui est incarné plutôt par Joe Kerry, qui est un personnage qui n'a plus grand chose à raconter. Et effectivement, dans cette saison, le personnage n'a rien à raconter. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il est là, il est avec Nancy, ils vivent leur petite histoire d'amour tranquillement, jusqu'à la fête où Nancy lui dit que voilà, tout est de la merde, que c'est une merde et tout ça, parce que bah, il veut pas dire la vérité sur Barbara, en sachant que c'est dangereux pour tout le monde de dire la vérité. Et bah ensuite, il va juste être bully par le demi-frère là, de Max pendant plusieurs épisodes. Donc il va pas faire grand-chose à part se faire humilier. Voilà, même par son ancien bras droit. Donc voilà. Bon, en soi, c'est intéressant, c'est le mec qui harcelait les autres, enfin qui était dans un groupe qui harcelait les autres, qui se fait harceler. Voilà, alors de temps en temps, il essaye de se montrer encore un peu menaçant, sauf que bah, ça fonctionne plus autant qu'avant.
En plus, le gars, dès qu'il fait une baston, il se fait casser la gueule par tout le monde. Genre dans la saison 1, voilà, il s'est bastonné avec Jonathan, il s'est fait casser la gueule par Jonathan. Là, il a une baston avec le demi-frère de Max, il se fait casser la gueule par le frère de Max. Enfin, tu dis, mais le mec, il a même pas un combat qui gagne ou quoi que ce soit. Quoi qu'il fasse, il se fait poutrer. C'est un peu triste pour lui. Mais voilà, après sa relation avec Dustin est plutôt intéressante. Donc voilà, si tu sens que voilà, c'est le petit rebelle au grand cœur, voilà, il est en mode voilà, je te donne tel conseil, mais surtout tu le dis à personne sinon je te casse la gueule. Enfin bref, tu sens très bien qu'il ne le ferait pas. Donc vraiment, Steve, c'est devenu le babysitter dans cette saison 2. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Pourtant, l'acteur il joue très bien et tout, il y a rien à dire là-dessus. Mais le personnage, bah ouais, il a pas grand chose à raconter quoi. Surtout qu'il est même pas au courant de ce qui s'est passé avec Nancy et Jonathan. Peut-être qu'il le saura dans la saison 3, voilà, un an plus tard. Je sais pas combien de temps il y a entre la saison 2 et saison 3, hein, mais voilà, je sais pas ce qui va se passer pour lui par la suite. Mais j'espère qu'il sera quand même un peu mieux écrit parce que là, vraiment, il y a rien quoi. Tout ce qu'il y a, c'est encore ce triangle amoureux, mais qui est moins bien travaillé parce que bah, du coup, ce qui était bien, c'est que dans la saison 1, ils étaient tous dans la même ville, donc ils se croisaient tout le temps. Voilà, Steve qui avait vu en voulant aller voir Nancy et Jonathan dans la chambre de Nancy et tout. Enfin voilà, il y avait des trucs qui alimentaient. Là, t'as Nancy et Jonathan qui sont dans une autre ville, lui il est là avec Dustin, donc bref, même le triangle amoureux est moins bien travaillé que dans la saison 1. Voilà, tu sens que c'est devenu vraiment un truc très secondaire. Même si tu sens qu'il y a toujours cet amour pour Nancy et tout, mais voilà. Euh, donc voilà, hâte de voir ce qu'il va devenir par la suite. Mais pour moi, en fait, Steve, c'est vraiment pile l'exemple de ce que la série devrait faire mais n'ose pas faire, c'est tuer certains de ses personnages. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a tellement de personnages qu'en fait, la série en sous-écrit certains. C'est pas français ce que je viens de dire, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont très bien écrits. Alors, comme ici, tu as Dustin qui je trouve a une très belle écriture, Will qui a une très belle écriture, Max j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, l'histoire de Jane aussi. Et puis tu as des personnages qui sont sous-écrits. Voilà, bon bah comme Mike qui d'un coup devient un personnage limite très secondaire. Comme Steve qui a plus vraiment grand chose à raconter. Le demi-frère de Max pour l'instant, voilà, c'est juste une ordure, mais bon, tu sais pas trop, voilà, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en fait, le problème, c'est que la série amène des nouveaux personnages à chaque saison, mais on sait pas trop ce qu'on veut raconter avec, ou du moins, on essaie de raconter des choses où on y arrive, hein. Je dis pas forcément qu'on rate, mais une fois qu'on a terminé de raconter la chose, ben, on les garde, mais on n'a plus rien à raconter. Donc autant leur donner un final ou un truc, tu vois, moi par exemple Steve, j'aurais préféré qu'il meure en se sacrifiant à la fin de la saison 1, donc quitte à ce que voilà, qu'il devienne gentil, bah, autant qu'il se fasse en se sacrifiant. Et là, ça aurait été beau. Que là, bah, finalement, il est toujours là, mais il n'y a rien à raconter sur lui. Enfin, je parle bien de la saison 2, hein, parce que encore une fois, j'ai toujours pas eu la saison 3 et la saison 4. Voilà, j'attends de faire cette vidéo-là pour regarder la saison 3. Puis quand je vais faire la vidéo de la saison 3, je regarderai la saison 4. Puis bon, ensuite, il faudra attendre que la 5 sorte. Mais voilà. Ensuite, on a William Hargrove, joué par Dec Montgomery, donc le beau gosse salopard. Et c'est vrai que ce personnage-là, c'est pareil, en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter sur lui. Alors, il est beau gosse, ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein, voilà. Mais, en fait, il est juste là pour remplacer le rôle de connard de Steve, parce que, bah oui, une fois que Steve t'en a fait un gentil, bah tu n'as plus ce personnage que les gens adorent détester, et pour qui on attend une catastrophe. Bah on l'a pu. Donc ils ont ramené ce personnage-là de William, qui est censé reprendre ce rôle, qui le fait à la perfection, parce que c'est vraiment un enfoiré avec tout le monde. Voilà, d'ailleurs, Sadie Sink va tellement bien jouer à ses côtés la terreur que bah, du coup ça rajoute encore plus de haine envers son personnage. Mais ben, il raconte pas grand chose en fait.
Alors on apprend qu'il est comme ça parce que son père l'humilie et tout ça, le violente, donc au lieu d'être différent, bah, il reproduit ce que son père faisait sur sa sœur, sur les autres gens et tout ça. Mais en soi, bah, il fait pas grand-chose de plus que ça. Lui, il n'a pas fait face au monde à l'envers, donc il ne sait même pas tout ce qu'a vécu sa sœur et tout. C'est juste en fait une ordure qui casse les couilles à tout le monde. Voilà. Bon, qui va draguer les mamans aussi, voilà, parce il a été là draguer la mère de Mike. Bon, pourquoi? Est-ce qu'ils vont raconter quelque chose après avec ça? Je ne sais pas, mais bon, voilà, je trouve ça dommage. Alors, dans le registre du personnage qu'on aime détester, il est parfait, mais ce serait bien de raconter quelque chose avec. Par exemple, avec Steve, dans la saison 1, il était ce personnage qu'on aime détester, mais il y avait tout le triangle amoureux avec Jonathan, qui raconte, enfin Jonathan ou Jonathan, à chaque fois je le dis d'une version différente, bref. Euh, Ça racontait quelque chose, le gars c'était pas juste une ordure, et juste pour être une ordure, c'est parce que ouais, il était une ordure avec un mec bah, qui le voit très bien qu'il est attiré par sa meuf. Donc voilà. Et que là, lui, ben, tu vois, il n'y a pas d'autre chose qui se raconte. Avec Steve, il fait face aussi au démon Gorgon à la toute fin. Enfin, là, ici, c'est juste une ordure qui drague les mamans et puis bah, qui terrifie sa petite sœur et d'autres gens, dont Steve, et puis bah, c'est tout. Voilà. Donc j'espère qu'il aura un meilleur traitement prochainement parce que ben, ce serait bien qu'il se passe vraiment un truc chez lui, quoi. Bref. Ensuite, on a le docteur Sam Owens, qui est incarné par Paul Reiser, qui est le nouveau chef du labo en moins dangereux. Effectivement, le docteur Sam, c'est celui qui va tenir le labo une fois que le docteur Brenner, enfin je sais plus si c'est docteur, professeur, machin Brenner, quoi, le papa, a été vaincu. Alors, ça, chose la plus facile après shot, c'est que le gars n'était pas mort. C'était tellement évident. Encore une fois, il y a une règle hein, qui est hyper importante dans le cinéma, dans les mangas, dans tout ce qui est visuel en fait, où tu racontes une histoire, c'est que tant que tu n'as pas vu le cadavre, la personne n'est pas morte. Et là, c'est le cas. On voit un démon gorgon effectivement attaquer le mec, mais on ne le voit pas son cadavre. Et du coup, à un moment donné, tu as un épisode où on dit il est encore en vie. Bah, en fait, c'était juste évident en fait qu'il était encore en vie. Honnêtement, moi, la mort d'un mec comme ça, qui est censé être pas forcément le méchant ultime, mais quand même censé être voilà, une énorme menace, vous vous doutez bien qu'il pouvait pas mourir comme ça. Bref. Donc lui, globalement, il a repris le labo à la suite de la disparition des autres, dont eux, ils pensent que Brenner et ses hommes sont tous morts. Et du coup, le docteur, lui, va aider plus ou moins la communauté en faisant des tests sur Will pour essayer de comprendre ce qu'il a. Notamment, plus tard, il va aussi aider quand Will est contaminé à essayer de comprendre et comment combattre bah, ce virus. Hein. Voilà. Et comment dire il y a un moment donné, il y a une image que j'ai trouvée intéressante, c'est les scans du cerveau de Will qui représentent le visage de Vecna. Alors, je ne sais pas si à l'époque il y a eu des théories sur ce que pouvait être ce scan et tout, parce que Vecna, je pense qu'on le verra que dans la saison 4, parce que je sais qu'il sera là dans la saison 4, parce que je l'ai déjà vu dans des épisodes que ma mère a regardé. Puis bon, c'est quand même un peu lui. Bah, dès que tu vas sur Netflix, enfin même sans aller sur Netflix, vous savez sur la PS4, vous avez une partie pour aller à là où il y a tous les sites de streaming, YouTube, tout ça. Et là en ce moment, tu vois, il te fait des propositions en fonction de ce que tu regardes ou de ce qu'il y a d'intéressant. Et à chaque fois, moi, il me met, enfin, quasiment à chaque fois en ce moment, forcément, il me met Stranger Things avec la gueule de Vecna. Bon, bah, du coup, si j'étais vraiment au courant de rien, je serais clairement fait spoiler le gros méchant. Mais bien entendu, hein, je savais déjà à l'époque où ça m'intéressait pas comme série qui était cette créature, sans connaître son histoire ou quoi que ce soit, mais je savais déjà à quoi elle ressemblait et tout ça. Bref. Euh, du coup, qu'est-ce que je peux dire parce que je suis un peu perdu.
Oui, oui, sur le scan, est-ce que, voilà, je voudrais juste si à l'époque, il y a des gens qui ont théorisé ou pas sur tout ça. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment les gens ont interprété ces choses-là à l'époque. Bref. En tout cas, moi, comme je sais qui est Vecna, voilà, forcément, le scan du cerveau de Will, je vois tout de suite à qui ça fait référence. C'est une sorte de petit pré-shot du gros gros méchant. Voilà, qui est un peu teasé à la Thanos, mais d'une autre manière. Enfin, plutôt, on aurait presque envie de dire Crâne Rouge, parce qu'il ressemble beaucoup à Crâne Rouge, mais Crâne Rouge n'a pas été teasé comme, comme Thanos. Bref. Donc voilà, donc le docteur Owen, hein, voilà, qui contrôle un labo qui appartenait aux méchants, mais qui n'est pas vraiment méchant. Voilà, il essaye d'aider la compagnie, enfin la ville, même si, voilà, c'est pas non plus la meilleure entente. Voilà, notamment Hopper va profiter hein, des révélations autour de Barbara contre le labo voilà, pour comment dire, pour passer des accords et surtout que Jane puisse enfin vivre tranquillement. Voilà. Donc voilà, personnage sympa qui pour moi aurait dû mourir par exemple. Voilà, parce qu'il se fait attaquer par des démos chiens et puis il a juste une blessure à la jambe. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, on a Murray Bowman, incarné par Brett Gelman, hein, bon, bien sûr, qui est le perso là, qui est le détective un peu cinglé, donc effectivement, qui va venir au début de la série, qui va être là en mode oui, moi j'enquête sur la mort de Barbara, voilà, le parent de Barbara qui va savoir la vérité, donc il enquête là-dessus. Voilà, lui il a des pistes, machin, tout le monde essaie de faire passer un peu pour un fou, même si en fait les gens comme Hopper savent qui dit la vérité. Et plus tard, Nancy et Jonathan vont le voir pour essayer de diffuser la vérité autour de la mort de Barbara, que le labo ne veut pas que ça se sache. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, c'est lui qui aura l'idée en fait de réussir à révéler la vérité d'une manière un peu diluée, comme il dit, avec sa vodka, là. Puisque simplement il veut dire la vérité de manière brute, avec des monstres, des machins, où personne va te croire. Il dit il faut diluer, faut raconter la vérité, mais à travers des métaphores, des choses comme ça, plus réalistes, où les gens vont vraiment être effrayés, vont vraiment comprendre les choses. Et du coup, c'est un peu lui qui va du coup être la personne qui va aider Nancy à réaliser son objectif. Ensuite, on a Kali Prasad, ou numéro 8 ou numéro 8, où encore une fois, on peut faire toutes les langues en fonction de comment ça a été traduit dans combien de langues. Incarné par Linnea Bertelsen, donc qui est la sœur rebelle. Donc, elle, on la voit dans deux épisodes. On la voit dans la scène d'intro de mémoire du premier épisode, où on la voit fuir des flics, et du coup, on se rend compte qu'elle a des pouvoirs, puis qu'elle est la numéro 8. Et ensuite, tu ne la revois pas avant, je crois, l'épisode 6 ou 7, où du coup, tout l'épisode est tourné autour de Jane, qui la recherche. Donc voilà, ils vont passer un peu de moments ensemble, voilà. Et le personnage est sympa. Et puis à voir ce que ça va donner par la suite en fait. Parce que ok, le personnage est cool. On apprend que elle, ses pouvoirs sont différents de ceux de Jane. Là où Jane, elle fait de la télékinésie, surtout de la télékinésie. Et le personnage de Kali, comment dire, elle joue sur l'imagination du cerveau des gens, c'est-à-dire qu'elle leur fait croire des choses euh, et, euh, et du coup, pour les gens, ces choses-là apparaissent vraiment. C'est plus de l'illusionnisme, voilà, qu'elle fait. Et c'est un pouvoir plutôt intéressant et qui, en tout cas, est très utile pour eux. Voilà, et qui marche plutôt bien, je trouve. Donc, ce qui fait qu'on sait qu'avec Eleven, il y a au moins 11 sujets de test qui a été au labo. Voilà, que deux se sont enfuis, donc Eleven 8, à savoir où sont les autres. De mémoire, dans la saison 4, on en verra un autre. Voilà, parce que je me souviens que dans les épisodes que regardait ma mère, il y avait une autre ordure qui avait l'air de sortir du labo aussi. Donc voilà. Moi en tout cas, en ce qui la concerne elle, moi j'ai hâte de savoir un peu qui sont les autres,
quelles sont leurs capacités, s'ils ont tous des capacités différentes, quelles sont les capacités des autres. Voilà, je trouve que ça pourrait être très très bon à savoir. Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle est dans la voie de la vengeance. C'est-à-dire qu'elle elle veut se venger de tous ceux qui l'ont fait du mal quand elle était au labo. Donc elle les recherche et puis bah, elle les bute. Voilà, d'où le fait qu'elle soit recherchée par la police. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que Jane va être un peu imbriquée dans toutes ces histoires, jusqu'au moment où ils doivent tuer la personne qui a fait du mal à sa mère, qui a brutalisé sa sœur, mais que quand elle se rend compte que cet homme a des enfants, bah, elle refuse de le voir mort parce que, ben, en fait, bah, elle veut pas faire subir à d'autres enfants ce que elle a subi, donc ne plus avoir de parents. Donc voilà, c'est assez intéressant. Du coup, le personnage de Kali est plus là comme, enfin, pour faire développer le personnage de Jane plutôt que de raconter des vraies choses dans l'histoire. C'est-à-dire que ça n'aide pas à savoir comment ils ont obtenu leur pouvoir, ni qui a été papa, ni réellement tout ce qui se passait dans le labo. Voilà, ça n'aide pas là-dedans, mais ça aide à développer plus Jane en la rendant beaucoup plus forte. Donc c'est déjà pas mal, mais voilà, c'est un personnage qui, un peu comme le détective, sert plus à ce que d'autres personnes réalisent leurs objectifs plutôt qu'elle en est réellement. Alors encore une fois, comme j'ai dit, son objectif c'est de tuer des gens qui étaient au labo, qui lui ont fait du mal, et voilà. Mais le truc c'est qu'on le voit que dans un épisode. Donc voilà, c'est pas non plus foufou. Ensuite on a Bob Newby. Donc on arrive sur l'avant-dernier personnage, incarné par Sean Astin, et qui est oula putain, j'ai mégenré le pauvre. Qui est mais en fait c'est parce que en fait j'ai rajouté un truc après, du coup j'ai oublié de modifier le déterminant. Mais comme j'ai mis l'un des plus grands héros de l'histoire du cinéma contre un démo-chien, enfin contre les démo-chiens, voilà, Sam Gamgee le Brave, pour moi qui sera jamais l'un des plus grands héros de l'histoire du cinéma. Voilà. Qui ici du coup joue Bob, donc une sorte d'informaticien qui est en couple avec Joyce et qui a un peu ce rôle de beau-père, voilà, le beau-père sympa, voilà, bon, qui a du mal à créer du lien avec Jonathan, mais qui va réussir à en créer un peu avec Will et tout. D'ailleurs, c'est avec des conseils de Will qui va malheureusement, ce dernier va se faire infecter par le monstre, voilà, en voulant arrêter de fuir et en se montrant plus fort. Bon, voilà, il a essayé de donner un bon conseil avec ce que lui a vécu dans le passé. Mais voilà. Et ce passage est assez intéressant parce qu'il va découvrir assez vite la vérité autour du monde à l'envers. Il va aider le groupe et tout. Voilà, notamment dans les sous-sols, notamment dans le labo et tout. Donc, personnage vraiment intéressant. C'est aussi sa capacité à, comment dire, à enquêter, enfin plutôt à jouer à des jeux et tout ça. Voilà son côté geek qui va sauver Hopper, puisqu'il va réussir à comprendre ce que les racines signifient. Donc voilà, personnage vraiment très intéressant. Personnage qui fait beaucoup de bien, personnage de Joyce qui était vu un peu comme la folle précédemment et qui là devient un peu plus normal à ses côtés. Et voilà. Alors moi ce qui m'a fait marrer, c'est que le personnage ressemble beaucoup à Sean Astin. Pour ceux qui ont vu des interviews de l'acteur ou les making-of du Seigneur des Anneaux, on sait que Sean Astin, c'est un acteur qui est comment dire, qui est très prudent, très protecteur, voilà, c'est quelqu'un qui fait très attention à tous les détails et tout, enfin, dans le sens de la sécurité et tout, donc c'est assez intéressant de voir jouer un personnage comme ça, qui est quand même assez proche, je trouve, de ce que l'acteur est dans la réalité. Et voilà, je trouve qu'il joue plutôt bien. La scène dans l'hôpital, enfin pas dans l'hôpital, dans le labo, il joue trop trop bien, c'est trop cool. Enfin pour moi, retrouver Sam dans un autre registre, c'est trop trop bien. Et bon bah malheureusement, je disais, il n'y a pas assez de morts. Bon bah le seul qui va se faire buter, c'est Sam, hein, forcément. Voilà, il fallait que ce soit lui, enfin Sam Bob, fallait que ce soit lui, le seul qui meurt. D'ailleurs, dans une scène qui est très jolie, parce que voilà, tu étais en mode oh putain, il va se faire buter et tout. Il arrive à
à rejoindre les autres, et au moment où il est face à Joyce, prêt à ce que les deux se retrouvent, et ça c'est un gros câlin, bah là, plaf, il se fait défoncer par un démo-chien, il se fait bouffer par plein de démo-chiens, bref. Mort quand même, assez héroïque pour lui, assez marquante aussi. Euh, voilà, ça aurait été bien qu'il y en ait plus de morts comme ça, mais voilà, elle est quand même déjà pas mal. Et on termine avec Maxine Mayfield, incarnée par Sadie Sink, donc la geek rebelle. Alors pourquoi on termine par Max alors que c'est un personnage qui apparaît énormément à l'écran? Tout simplement parce que j'avais de très très grandes attentes sur Sadie Sink, ou du moins sur son personnage, parce que comme je l'ai dit, pour moi il y a deux actrices qui font que je m'intéresse un tout petit peu à Stranger Things. Alors maintenant, je m'intéresse beaucoup plus parce que bah, j'aime vraiment bien cette série. Euh, mais ces deux actrices, bah, c'est Sadie Sink et Maya Hawke. Alors, Maya Hawke, que je vais découvrir ce soir dans la saison 3, et Sadie Sink qui elle était apparue dans cette saison. Donc je préfère la garder pour la fin. La semaine prochaine, dans ma vidéo de la saison 3, je ferai exactement le même système, hein. Je parlerai de Maya Hawke tout à la fin pour donner mon avis sur elle. Donc dans le cas de Sadie Sink, bah juste génial en fait, j'adore. D'ailleurs avec Sadie Sink, ils n'ont pas fait la même erreur que David Harbour et Finn Wolfhard. Là où avec ces deux-là, quand ils ont été faire des films après, ils sont passés pour des gros beaufs, des persos insupportables. Quand tu vois Finn dans ça, t'as envie de lui foutre des baffes. Bon, dans SOS Fantôme, il est totalement effacé, que tu te rends même pas compte que t'as l'euro de Stranger Things sous les yeux. Enfin, un des héros. Et David Harbour, c'est le mec méga insupportable qui crie tout le temps dans le MCU. Bref. Et avec Sadie Sink, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans Fear Street, où l'épisode où c'est elle l'héroïne, eh ben, elle ressemble pas mal à Max. C'est-à-dire que c'est la meuf rebelle qui emmerde tout le monde et puis voilà qui va survivre à des choses terribles. Et moi j'aime bien euh, parce que du coup on l'a gardée dans un registre où elle avait déjà cartonné dans une série télé. Donc on sait qu'elle sait faire ça, on la garde pour faire ça. Alors un jour je ferai une vidéo sur ce point-là dans le cinéma, parce que c'est quelque chose que j'aime bien et qui en même temps m'énerve. Parce que quand tu fais deux trois films, tu as un personnage qui se ressemble, ça peut aller. Quand après c'est quasiment toute ta filmographie où tu fais que des personnages qui se ressemblent, hein, on peut penser à des Ryan Reynolds ou des The Rock, des Will Smith, et je dis bien une majorité des films, hein, je dis pas tous les films, parce qu'il y en a qui vont dire oui, non mais dans tel film, machin, oui, je sais, qui font pas le même rôle dans absolument 100% de leurs films. Mais il faut quand même avouer que ce sont des acteurs où les trois quarts de leurs films, ils font quasiment la même chose. Voilà, c'est juste une histoire différente, un nom de personnage différent, ou une créature différente, hein, parce que Ryan Reynolds te joue Pikachu comme il joue Deadpool. Bref. Donc voilà, moi c'est des choses qui m'agacent quand tu commences à être trop là-dedans. Par contre, quand ça arrive de temps en temps, voilà, surtout quand tu es jeune en début de carrière, c'est plutôt pas mal de te faire connaître sur des registres que tu connais déjà, et puis ensuite d'évoluer différemment. Bon, même si tu as Tom Cruise qui lui a fait tout l'inverse dans sa carrière, donc l'inverse peut fonctionner aussi. Mais il faut que ce soit intéressant, parce que bah, pour David Harbour et Finn Wolfhard, pour moi, c'était pas bien du tout ce qu'ils ont fait. Bref. Pour Max, en tout cas, on retrouve bien ce que moi j'avais aimé chez elle dans Fear Street, donc ça c'est cool. Et le personnage est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme l'ado rebelle, voilà, que les mecs, surtout Lucas et Dustin, trouvent canon. Et, euh, et du coup, c'est plutôt sympa. Surtout que son histoire va évoluer petit à petit, puisqu'elle va d'abord être celle qui ne croit pas aux créatures jusqu'à ce qu'elle voit les deux mots chiens. Elle a aussi ce côté très rebelle qui est expliqué par le fait qu'elle est terrorisée par son demi-frère, qui on imagine doit sûrement la violenter ou des choses comme ça quand ils sont chez eux, parce qu'elle en a tellement peur que c'est obligé qu'ils fassent des choses que nous on voit pas. Euh, et du coup, l'actrice, elle joue super bien, c'est incroyable. Euh, Bref, pour moi, c'est une actrice qui, si elle choisit bien ses rôles à l'avenir, elle a une carrière qui est toute tracée. Il y a déjà beaucoup de rumeurs pour qu'elle joue soit Jean Grey, soit Mary Jane dans le MCU. J'espère qu'elle jouera Jean Grey. Pour moi, il faut qu'elle joue Jean Grey.
pense qu'elle serait incroyable dans ce rôle-là, avec un très bon Cyclope. Je pense qu'il pourrait faire le couple du MCU. Mais bon, à voir ce qu'elle fera, parce que bon, Mary Jane. Bon, ça la ferait jouer un autre registre en réalité, Mary Jane. Parce que ben, Mary Jane, à la base, c'est un peu la meuf canon, voilà, qui est très populaire et tout, alors qu'à côté, t'as Peter Parker, qui est le geek, voilà, un peu moins populaire et tout. C'est-à-dire, tu te demandes comment les deux ont fait pour finir en couple. Mais voilà, et puis bon, bah après, Spider-Man, enfin, Peter, il a sa fille avec Mary Jane et tout. Alors que c'est vrai que Jean Grey peut se rapprocher un peu plus de ce que Sadie Sink sait faire, même si Jean Grey c'est pas forcément qu'une ado rebelle, hein, c'est aussi une ado bah, traumatisée par le Phénix, ces histoires-là et tout. Donc voilà, c'est pas non plus n'importe quelle. C'est pas juste une rebelle débile. Puis même dans toutes les histoires, elle joue pas forcément une ado rebelle, mais plutôt une ado qui se recherche ou des choses comme ça. Donc ouais, je préférais la voir en Jean Grey que en Mary Jane, mais bon, tout ça c'est que des rumeurs, on verra si elle intégrera vraiment le MCU à l'avenir. Bref. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé son personnage. Voilà, donc personnage qui est là, faut le dire aussi, pour remplacer Jane dans le groupe principal, hein. Voilà, on avait mis Jane, donc ça faisait 4 hommes, une femme dans le groupe. Mais voilà, avec Jane qui est plus là, on a décidé de remplacer avec une autre femme qui a une histoire plutôt cool, mais qui, à mon avis, a encore des choses à raconter, puisqu'on a à peine gratté la surface, hein, comme j'ai dit, où on nous montre à quel point elle est terrifiée par son frère, mais on ne nous a pas montré réellement pourquoi. Alors, il y a quand même l'agression dans le dernier ou avant-dernier épisode, mais on doute bien qu'il a dû faire des choses sur elle, ou sur le père, ou on ne sait quoi. Il y a des choses, je pense, sur cette famille qu'on ne sait pas encore, qu'on saura prochainement, et qui la rendra encore plus intéressante. Donc voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, personnage assez classique, hein, personnage un peu rebelle, qu'on découvre finalement qu'elle est rebelle parce qu'elle subit des choses graves, et puis voilà, enfin des choses pas ouf. Voilà, bon, le côté où c'est la geek de la ville, hein, où elle a battu tous les scores de Destiny, ça c'est assez marrant. Le triangle amoureux, bien entendu, dont j'ai parlé, qui est très intéressant, et qui du coup, ben, malgré elle, elle a créé ma scène préférée de tout Stranger Things, les 2 premières saisons pour l'instant, mais je sais pas si une autre scène pourra me marquer autant que celle-ci. Parce que vraiment, elle a rien à voir avec les monstres, elle a rien à voir avec l'aspect horrifique et tout, mais pourtant, elle m'a fait quelque chose, cette scène. Voilà. Donc, ben, on va pouvoir conclure. Voilà, donc, ben, saison qui est vraiment pas mal. J'ai passé un très très bon moment devant cette deuxième saison. Comme je l'ai dit, il y a quand même des petits défauts, dans le sens où bah déjà c'est très long à démarrer. Et une fois qu'on a démarré, on est bien, mais il faut bien au moins 2 épisodes pour bien démarrer. Ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est plutôt pas mal. Également, petit défaut sur le côté où certains personnages sont plus développés qu'avant, certains sont sous-développés par rapport à la saison d'avant. Voilà, mais le fait d'avoir rajouté des personnages, bah, ce qui fait qu'on déséquilibre un peu bah, l'écriture de certains autres, ou d'autres personnages que bah, la production a sûrement estimé être pas assez développés, mais que le public a dû bien aimer, bah, du coup ils se sont dit on va les développer un peu plus, ou du coup leur donner un petit arc qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, mais ce qui fait que bah, il y a un petit déséquilibre en termes d'écriture, comme à peu près à chaque fois que tu as une série où il y a beaucoup de personnages. Donc c'est une critique que je fais là, mais qui est faisable à énormément de séries télé, voire quasiment toutes. Bref. Mais malgré ça, je passe quand même un super moment. Voilà, on a rajouté des nouvelles créatures au lore avec les démos-chiens. On a cette créature tentaculaire, hein, à voir ce qu'elle est, comment elle va être à nouveau développée dans la saison 3. Encore une fois, j'ai un peu de mal avec ce truc du ouais, on a regardé dans le livre de jeu de rôle telle information et tout, et puis ça s'avère plus ou moins vrai. J'ai toujours un peu de mal avec cet aspect-là, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'on n'aura pas une fin de série à la con, en mode c'est quelqu'un qui est en train de raconter cette histoire. En fait, toute l'histoire qu'on voit, c'est une partie de jeu de rôle ou un truc comme ça. Et je veux dire, j'espère que la fin de la série, c'est pas une connerie du genre.
parce que ben, en vrai, ces idées de tout ce qui se passe dans le jeu de rôle ou de ce que le professeur il dit, qui ne sont que des hypothèses, sont toujours vérifiées. Bon, là, il y a la seule chose qui n'est pas vérifiée, c'est qu'il dit oui, il faut des morts vivants pour vaincre la créature, machin. Bon, ok, c'est normal, c'est un jeu de rôle, mais tu sens que quand même une grosse partie de ce qu'ils disent est vrai. Et bon, bah, ça me fait un peu chier comme détail, mais à voir par la suite comment tout ça va être encore développé. Bref. Donc, deuxième saison que j'ai trouvé vraiment très cool. J'ai hâte d'aller mater la saison 3. Je suis sûrement mater les 2 premiers épisodes ce soir et puis bah, continuer comme ça petit à petit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez nous soutenir. De toute façon, tout est en description. Et sinon, c'est une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, notamment saison 3 la semaine prochaine.